Et donc, il est 10h05, je vous propose de commencer. Bonjour à tout le monde et bienvenue à tous dans ce deuxième coup de pouce de l'année pour les directions du fondamental. Alors, ce coup de pouce aura pour thème la gratuité dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans l'enseignement spécialisé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Noël, je suis juriste au service juridico-administratif à la direction du fondamental. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être accompagnée par ma collègue du département économique, Anaïs Courtois, et je lui laisse la parole pour se présenter et présenter son service. Merci Véro. Voilà, donc moi c'est Anaïs Courtois, donc je travaille au département de la gestion économique et matérielle des écoles, donc en charge de toutes les questions relatives à la comptabilité, la fiscalité, etc. Et il est usuel avec Véronique de faire les formations gratuités en binôme, puisque il y a évidemment toute une série d'aspects juridiques sur cette matière, mais aussi des aspects qui touchent évidemment à la comptabilité, aux facturations, etc. Et donc, c'est plus confortable pour nous deux de le faire en binôme. Je vais en profiter pour vous présenter quand même l'équipe du département économique, puisque nous avons normalement avec nous mes deux collègues. Je vais commencer par Laurent Masson, que je vois. Laurent, est-ce que tu peux juste dire un petit mot que tout le monde t'identifie? Hop, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, donc j'ai rejoint, l'équipe économique il y a en novembre, donc je suis très heureux d'être là avec Anaïs et Lucas. Là, et est-ce que Lucas peut aussi, puisque c'est lui qui complète l'équipe, Lucas, est-ce que tu peux dire un petit mot, s'il te plaît? Nous n'avons pas Lucas. Et là? Bon, ah, voilà, Ah, voilà, on entend. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, Lucas. t'entends, mais on ne te voit pas. Vous me voyez? Vous m'entendez pas? Donc Si, maintenant, on si. t'entend, mais ah, Ah, voilà, ça y est. voilà. Voilà, Ah OK, voilà. désolé. Du coup, Lucas Debacker, je travaille, donc avec Anaïs et Laurent depuis septembre ici cette année et donc voilà, bienvenue à tous et bon webinaire. Voilà, merci. Comme ça, vous avez vu toute l'équipe du département gestion économique et je vais donc laisser Véro prendre soin de vous. Je suis là en cas de besoin, principalement sans doute pour répondre aux questions un peu plus techniques. Véro, à toi. Merci Anaïs et merci aux garçons. Alors, voilà ce que je vous propose d'aborder pendant cette heure et quart de temps de travail ensemble. Dans un premier temps, je vous propose de faire le topo sur les bases légales et les documents utiles sur cette législation gratuité. Dans un second temps, je ferai le point sur les différentes subdivisions de frais qui existent dans l'enseignement fondamental. Ensuite, il y aura un focus sur la subvention forfaitaire qui existe en maternelle. Ensuite, au point 4, nous ferons le même exercice, mais pour la subvention forfaitaire en primaire. Le point 5 sera consacré à une checklist des documents importants dans l'enseignement fondamental. On parlera d'estimation, de décompte, de ROI. Par ailleurs, j'insisterai sur quelques principes essentiels à respecter en tant que PO, en tant qu'école. Le point 7 sera consacré au rôle du conseil de participation. Et enfin, on parlera des contrôles, des sanctions au point 8. Et nous terminerons la présentation avec une question qui est souvent posée chez nous, c'est quid en cas de non-paiement de la part des parents. Alors, avant toute chose, pour le bon déroulement de ce temps de travail, voici quelques consignes. Donc, nous sommes en mode webinaire et donc, a priori, les micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions via le chat. Je vous informe que ce webinaire sera enregistré et il sera
disponible ultérieurement sur l'extranet. Nous mettrons également à disposition le PowerPoint qui servira de support ce matin. Je vous propose de commencer par les bases légales et les documents utiles. Donc, nous sommes sur le code de l'enseignement et plus particulièrement sur les articles 1721 et suivants. Avant, nous étions dans le décret mission et l'article 100. Maintenant, nous sommes dans le code de l'enseignement. Pourquoi le code de l'enseignement? Eh bien, sous la législature précédente, sous le cabinet Schins, effectivement, ce cabinet nous a proposé, dans un souci de simplification administrative, de rassembler tous les textes de loi qui concernent l'enseignement dans un seul et même document, un peu comme le code de la route ou le code civil. Et donc voilà, nous sommes maintenant avec le code de l'enseignement. J'ai également pointé quelques circulaires qui peuvent vous servir sur la matière. À chaque fois, ce sont des liens. Et donc, vous pouvez retrouver les dernières circulaires en la matière. La dernière est arrivée il y a quelques jours, il y a 2 jours, la 8866, elle est datée du 15 mars. Hein? Le service juridique du CEGEC a réalisé une communication importante en bon lien avec l'équipe d'Anaïs. Cette communication est également disponible là-bas. Enfin, tous nos outils sont disponibles dans l'extranet. Je passe maintenant au point 2 de la présentation et il s'agira des différentes subdivisions de types de frais dans l'enseignement. Dans l'enseignement fondamental, on peut considérer qu'il y a 3 types de frais. Premier type de frais, les frais scolaires dits obligatoires. Deuxième type de frais, les frais scolaires facultatifs. Troisième type de frais, en dehors de la mission d'enseignement, les frais dits extrascolaires, et nous entendons par là tous les services qui sont proposés par l'école. J'entre maintenant dans la première catégorie, les frais scolaires obligatoires. Donc, le législateur communautaire les intitule comme tels, ils apparaissent tels quels dans le code de l'enseignement. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, dans l'enseignement fondamental, il n'y en a que 3. Il s'agit du transport et de l'entrée à la piscine. Il s'agit ensuite du transport et l'entrée aux différentes activités culturelles et sportives liées au projet pédagogique ou au projet de l'école. Et troisième type de frais scolaires obligatoires, les séjours pédagogiques avec nuitée, y compris le transport. Donc, obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 types de frais-là, le PO peut bien sûr les réclamer aux parents, et comme le législateur les intitule comme obligatoires, les parents sont donc dans l'obligation de les payer. Deuxième type de frais maintenant, je suis dans les frais scolaires facultatifs. Ces frais scolaires facultatifs sont interdits en maternelle puisqu'il y a une subvention forfaitaire en maternelle. J'y viendrai après. Et ces frais scolaires facultatifs seront interdits en P1, P2 et en maturité 1 de l'enseignement spécialisé à partir de la rentrée 23-24. Qu'est-ce qu'un frais scolaire facultatif? Eh bien, l'école peut proposer aux parents des dépenses facultatives qui devront être réclamées à prix coûtant. Il est possible d'y inclure les frais liés à des achats groupés de ressources pédagogiques, des cahiers d'exercice, des fournitures scolaires, un éventuel uniforme, des abonnements à des revues. On est dans des frais scolaires facultatifs, ça veut dire que l'école ne peut pas contraindre des parents à payer ces frais si ces parents ne s'y sont pas engagés. Enfin, troisième type de frais, donc je suis là en dehors de la mission d'enseignement, je suis dans des frais extrascolaires et on est dans tout ce qui est services proposés par l'école. Donc les écoles peuvent proposer aux parents une série de services facultatifs tels qu'une garderie, une étude dirigée, un service de repas chaud le midi, un bol de soupe,
Ce sont des services que les écoles, les PO mettent en place pour faciliter la vie des parents parce que nous sommes en 2023 et que les parents travaillent souvent à deux. Donc, c'est vraiment pas une obligation pour les PO, mais les PO proposent une série de services. Et les parents qui font le choix d'inscrire leur enfant à ce type de service sont tenus, évidemment, contractuellement, de payer les frais inhérents à ce type de service. Je passe maintenant au point 3 de la présentation. Un petit mot sur la subvention forfaitaire qui existe en maternelle depuis 2019. On parlera des montants, des plafonds et de ce qui est autorisé d'acheter avec cette subvention forfaitaire en maternelle. Donc, depuis mars 2019, le législateur communautaire a octroyé une subvention forfaitaire en maternelle. Alors, Anaïs nous a donné le montant indexé pour l'année scolaire prochaine. Il s'agit de 59,09 € par élève pour toutes les maternelles de l'ordinaire, mais également pour toutes les maternelles de l'enseignement spécialisé. Alors, à quoi sert cette subvention forfaitaire en maternelle? Eh bien, il s'agit prioritairement d'acheter des fournitures scolaires, tout ce qui est crayons, marqueurs, peinture, des feuilles, de la colle, des ciseaux, etc., etc. Alors, si votre PO fournissait déjà cette gratuité en maternelle, eh bien, cette subvention peut aussi servir à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée. Par contre, il n'est pas possible d'utiliser cette subvention pour acheter du mobilier, pour acheter des collations saines et surtout, on ne peut pas engager du personnel sur fonds propres avec cette subvention. J'attire votre attention sur le fait que tout ce qui est cartable, plumier, vide, les langes, les lingettes, les mouchoirs, les repas, les collations restent bien de la seule responsabilité des parents. La conséquence de cette subvention forfaitaire en maternelle, c'est que le législateur a fixé des plafonds à ne pas dépasser par les écoles. Alors, Anaïs nous a gentiment donné déjà les montants indexés en vue de l'année scolaire prochaine. Donc, cette subvention forfaitaire de maternelle et ces plafonds s'appliquent évidemment à toutes les maternelles de l'ordinaire et l'ensemble des maternelles du spécialisé. Le plafond pour les activités culturelles et sportives avec déplacement est fixé à 53,18 € maximum par élève et par an. Ça, l'école ne peut pas réclamer plus aux parents. Et pour ce qui est des séjours pédagogiques avec nuitée, le plafond à ne pas dépasser est fixé à 118,18 € par élève. Et là, c'est pour la durée de la scolarité maternelle d'un élève. Je rappelle, pour la piscine, il n'y a jamais eu de plafond, mais c'est une facturation à coût réel. Alors, je vous ai fait ici un petit lien vers la circulaire 8157. Cette circulaire 8157 concerne cette subvention forfaitaire en maternelle et elle comprend un tableau récapitulatif avec les achats autorisés par la subvention gratuité de maternelle et les achats non repris. En vert, c'est ce qui est possible d'acheter et en blanc, ce qu'il n'est pas possible d'acheter avec cette subvention forfaitaire en maternelle. Alors, je vous ai fait un copier-coller de l'ensemble du tableau. Je ne vais pas le passer en revue, mais c'est un outil extrêmement intéressant pour pouvoir répondre à vos questions particulières.
Voilà pour ce qui est de la subvention forfaitaire en maternelle. Je vous propose de passer au point 4, la subvention forfaitaire en primaire. Et c'est tout à fait nouveau, évidemment. Nous avons eu en relecture la circulaire 88-66 début de semaine. Évidemment, préparant notre intervention, nous ne savions pas si la circulaire allait être déjà disponible. C'est le cas. Et donc, que nous dit cette circulaire? Eh bien, que maintenant, il y aura également une subvention forfaitaire en primaire. Cette subvention forfaitaire en primaire sera versée au PO dès ce mois de mars 2023. Cette subvention forfaitaire en primaire sera utilisée évidemment lors de la rentrée scolaire 23-24. Alors, cette subvention s'élève quant à elle à 75 € par élève de première primaire et de deuxième primaire pour l'enseignement ordinaire. Et cette subvention concerne aussi l'enseignement spécialisé. Les élèves relevant de maturité 1, l'enseignement spécialisé, reçoivent également cette subvention de 75 €. C'est évidemment sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 30/9. Et le législateur n'a pas encore fixé de plafond pour ce qui est des activités culturelles et sportives de primaire et pour les séjours pédagogiques avec nuitée. Les discussions sont en cours et nous n'avons pas encore de montant à vous donner pour le moment. Nous avons attiré l'attention du cabinet de prévenir les écoles suffisamment tôt pour ces plafonds. On sait que nos PO, nos directions réservent leurs activités, leurs séjours pédagogiques avec nuitée, souvent avec beaucoup d'avance. La conséquence de cette subvention forfaitaire en primaire, la conséquence de ces 75 €, c'est qu'évidemment, puisque le législateur vous les donne, eh bien, vous ne pouvez plus réclamer des frais facultatifs à vos P1, P2 et à vos maturités 1 pour l'enseignement spécialisé. Les frais facultatifs seront dès lors interdits dans ces niveaux d'enseignement, mais il y a une exception, l'achat de manuels scolaires et de cahier d'exercice. De même que la circulaire 81-57, la nouvelle circulaire 88-66 reprend un tableau récapitulatif avec les achats qui sont possibles avec ces 75 €. Alors, vous devez faire attention au fait que ça n'est pas tout à fait le même tableau que dans la circulaire 81-57, qui concerne les maternelles. On n'achète pas les mêmes choses, que ce soit pour des élèves du maternel ou que ce soit pour des élèves du primaire. Je passe maintenant au point 5 de la présentation. Il s'agit de la checklist des documents importants. Que comprend cette checklist? Je vous l'ai dit en début de séance, il s'agit de l'estimation des frais, il s'agit des décomptes périodiques et du règlement d'ordre intérieur. Et j'ai créé un petit modèle de ROI. Il s'agit ici du petit lien pour y accéder directement. En ce qui concerne l'estimation annuelle des frais et de leur ventilation, c'est un document obligatoire que les écoles sont dans l'obligation de remettre aux parents chaque année ou plus tard à la rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que le législateur a voulu une transparence la plus totale. Il faut que les parents soient avertis des frais que l'école va réclamer sur l'ensemble de l'année scolaire. Alors on reste bien dans une estimation. Ça veut dire que il peut y avoir une différence entre le montant prévu dans votre estimation
et le montant in fine réclamé sur base de votre facture. Nous sommes dans une situation de crise énergétique. Effectivement, il se peut que votre prix du quart pour telle activité ait augmenté. C'est normal. On est évidemment dans une estimation, donc c'est possible que les montants évoluent. Alors, on remet ça aux parents. S'il n'y a pas de parents, on remet cela aux personnes investies de l'autorité parentale par écrit, et ça doit concerner l'estimation du montant des frais réclamés. Par ailleurs, cette estimation doit, de manière obligatoire, comporter la reproduction intégrale des articles 1721 à 1723 du Code de l'enseignement. Alors, le CEGEC a réalisé des petits modèles d'estimation de décompte. Et donc, ces modèles se trouvent dans la communication reprise dans la dia du début. Pour ce qui est maintenant des décomptes périodiques, là aussi, c'est obligatoire. Les écoles sont obligées de remettre des décomptes périodiques. Au niveau de la périodicité, la période couverte par un décompte est de minimum 1 mois et de maximum 4 mois. Il doit y avoir 3 décomptes par année scolaire au minimum. On remet ça aux parents par écrit. Le décompte peut être a priori ou a posteriori. Et le décompte peut valoir facturation au choix, en fait. C'est au choix du pouvoir organisateur. De même que pour l'estimation, le décompte périodique doit comporter la reproduction intégrale des articles 1721 et 1723 du Code de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un décompte? Eh bien, il doit y avoir l'ensemble des frais réclamés, le type de frais réclamés. Je vous ai expliqué les 3 types dans l'enseignement, les frais scolaires obligatoires, les frais facultatifs ou les services en dehors de la mission d'enseignement. Dans le décompte, il doit y avoir le montant des frais réclamés, je rappelle, coût réel ou coût moyen réel, et l'objet des frais réclamés. J'attire votre attention sur le fait que les frais qui ne sont pas dans le décompte ne peuvent pas être réclamés aux parents. Troisième document important, le règlement d'ordre intérieur de l'école. C'est un document ultra important qui vient expliquer votre manière de fonctionner à l'intérieur de l'école. Ça doit être remis à l'inscription de l'élève et puis à chaque modification de votre règlement d'ordre intérieur. On conseille de remettre cela par écrit au moins une fois. Par ailleurs, les parents doivent vous signer pour accord. Évidemment, ça contient plein d'infos ultra intéressantes, mais ça doit contenir surtout la législation concernant la gratuité. Comme l'estimation, comme le décompte, le ROI doit également comporter la reproduction intégrale des articles 1721 à 1723 du Code. Le point 6, maintenant, un focus sur les principes essentiels à respecter en tant que PO, en tant que direction concernant la gratuité. Premier principe, les frais scolaires doivent correspondre au prix coûtant. Un coût forfaitaire correspondant au coût moyen réel est bien entendu possible. Attention, le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer un motif de refus d'inscription, une exclusion ou de non-remise du bulletin. Nous conseillons de ne pas impliquer les élèves dans le processus des frais scolaires et des décomptes. Les paiements directs en liquide par les élèves est strictement interdit. Nous conseillons un paiement par virement bancaire. C'est plus facile, on évite les vols, c'est beaucoup plus transparent. Enfin, il faut tenir compte de la situation des parents en difficulté et prévoir des mécanismes alternatifs ou d'allègement des frais. Nous
voulions également attirer votre attention sur ces possibilités d'échelonnement. Et donc là, le code prévoit que, à la demande des parents, et pour chaque frais scolaire dont le montant excède 50 €, le pouvoir organisateur doit prévoir la possibilité d'échelonner ceci sur plusieurs décomptes périodiques. Le PO informe préalablement et par écrit les parents de l'existence de cette possibilité d'échelonnement, le montant total à verser ainsi que les modalités de l'échelonnement sont également communiqués par écrit. Je suis maintenant au point 7 et nous allons passer en revue les différentes missions du Conseil de participation dans le cadre de cette législation relative à la gratuité. Il y a 2 missions plus anciennes qu'on connaît depuis longtemps et 2 missions plus récentes puisqu'elles sont arrivées en mars 2019 avec cette subvention forfaitaire en maternelle. Pour les 2 premières missions un peu plus anciennes du Conseil de participation, elles sont celles-ci. D'abord, le Conseil de participation est chargé de mener une réflexion globale au sujet des frais, notamment les frais liés aux activités culturelles et sportives qui s'inscrivent dans les projets d'école. Deuxième mission, elle est celle-ci, le Conseil de participation est chargé d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité pour le paiement des frais réclamés. Ce système de solidarité et ses modalités de prélèvement doivent être clairement expliqués aux parents. Pour les 2 missions plus récentes, elles sont celles-ci. Le Conseil de participation est censé informer les parents sur cette législation gratuité et le Conseil de participation doit veiller à leur bonne application au sein de l'école sans que ce soit une reddition de compte pour le pouvoir organisateur. Dernière mission du Conseil de participation. Le Conseil de participation doit recevoir une information claire et transparente de la part du PO concernant les moyens relatifs à la gratuité d'accès, reçus ou collectés, directement ou indirectement, et l'utilisation de celle-ci. Nous sommes maintenant au point 8, on va parler des contrôles et des sanctions. Donc, nous voulions, Anaïs et moi, attirer votre attention sur le fait que des contrôles sont effectivement mis en place par la communauté française. Nous avons déjà eu des écoles nous relevant ce type de contrôle. Malheureusement, le décret, le code prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette législation. Alors, au niveau des sanctions, on est d'abord sur un avertissement. Ensuite, on sera sur une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 € ni excéder 2500 €. Et en cas de récidive dans un délai de 5 ans, le retrait pour l'année scolaire en cours de la totalité des subventions de fonctionnement de l'école. Et par ailleurs, le pouvoir organisateur devra rembourser intégralement les minéraux perçus ou les montants trop perçus et reçus de la part de parents. Enfin, quid en cas de non-paiement? C'est une question que nous recevons beaucoup. Que faire quand les parents ne payent pas? Eh bien, vous devez savoir qu'il est strictement interdit de faire porter les conséquences du non-paiement des frais sur les élèves. J'entends par là exclure un élève, refuser sa réinscription en vue de l'année scolaire, refuser de lui donner son bulletin. Et donc, en cas de non-paiement, qu'est-ce qu'on conseille ici au niveau du CEGEC? Eh bien, de dialoguer avec les parents, envoyer des courriers de rappel. Si vous n'avez pas de réponse, alors on passera au point 2. Et donc, il s'agira de
d'un courrier de mise en demeure formelle de ses parents. Alors, nous avons des modèles au CEGEC et nous pouvons vous les mettre à disposition. Sachez, et là je suis au point 3, qu'il est toujours possible pour un pouvoir organisateur de faire appel à une société de recouvrement de dettes ou à un huissier de justice. Alors il faut savoir que la société de recouvrement de dettes est plus abordable financièrement qu'un huissier de justice. Le règlement d'ordre intérieur doit prévoir une information sur la procédure de recouvrement, les intérêts et pénalités que le pouvoir organisateur applique aux factures non payées. Et nous donnons un petit conseil. Ici, il s'agira de fixer des modalités inférieures aux standards commerciaux et donc un plafond de maximum 8% d'intérêt de retard peut être considéré comme raisonnable. Si vous utilisez le modèle de règlement d'ordre intérieur prévu par le CEGEC, c'est ce qui est prévu. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est de cette législation gratuité. La dernière dia concerne les coordonnées des différentes personnes ressources, tant au niveau de la direction de l'enseignement fondamental qu'au niveau du département gestion économique. Nous allons répondre aux différentes questions qui ont été posées dans le chat. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. On reste là évidemment jusqu'à ce qu'on ait répondu à l'ensemble des questions. Je ne vais pas nécessairement, on ne va pas nécessairement les prendre dans l'ordre, mais on va essayer de répondre à tout. Alors, je vois qu'il y avait une question sur la date de prise en compte des élèves et donc au niveau chronologique, on regarde bien, donc si je prends l'exemple de cette année scolaire-ci, on va regarder les élèves qui sont inscrits au 30 septembre de l'année 2022. Sur base de ce nombre d'élèves-là, vous allez recevoir au 31 mars 2023 le montant de la subvention. Et cette subvention reçue en mars 2023 est bien destinée à équiper les classes en vue de la rentrée scolaire 2023-2024. Et les montants reçus en mars 2023 devront être totalement dépensés pour le 31 janvier 2025, sous peine de devoir être remboursés à l'administration. Alors, il y a eu toute une série de questions sur ce qu'on peut acheter, ce qu'on ne peut pas acheter, ce qu'on peut acheter ou pas avec la subvention. Je vois par exemple une question sur les feuilles de papier. L'idée, c'est bien que, voilà, on avait toute une série d'écoles qui demandaient aux élèves de maternelle ou de primaire de venir avec des papiers de couleur, par exemple, destinés au bricolage, etc. Et donc, c'est bien ces achats-là qui sont autorisés avec les subventions gratuité, c'est bien des feuilles qui seront utilisées par les élèves pour faire des dessins, pour faire des bricolages, etc. Et donc pas les rames de papier qui sont utilisées pour la photocopieuse. Donc ça, ce sont vraiment bien des choses distinctes. Alors, évidemment, il est possible d'acheter quelques rames de papier qui sont utilisées en classe pour des bricolages, mais pas une palette de rames de papier destinées à alimenter la photocopieuse. J'espère que vous voyez bien la différence ici. Véro, je te laisse en prendre une ou deux. Oui, alors, effectivement, le webinaire est bien enregistré, le PowerPoint sera mis à disposition sur notre site internet. Je vois qu'il y a eu des questions concernant les photos. Et donc, les photos, moi, je conseille de les mettre en service, puisque
puisque ben, on est pour moi en dehors de la mission d'enseignement, qu'il n'y a aucune obligation pour les parents d'acheter ces photos, et surtout ben, vous faites un bénéfice sur les photos. Donc moi, je mettrai ça en service. Je ne mettrai pas ça en frais facultatifs, puisque les frais facultatifs sont interdits en maternelle, et les frais facultatifs seront interdits l'année prochaine en P1, P2 pour l'ordinaire et en maturité 1 de l'enseignement spécialisé. Alors, il y avait une question sur combien de rappels on peut envoyer avant une mise en demeure. En fait, ces questions-là sont à régler par le pouvoir organisateur qui doit déterminer quelle est la procédure en cas d'impayé. Est-ce qu'on fait un premier rappel envoyé gratuitement, un deuxième rappel avec des frais de rappel, et puis une mise en demeure? À partir de quel moment est-ce qu'on fait appel à une société de recouvrement? Et donc ça, c'est vraiment de la responsabilité du PO, et donc les pratiques peuvent différer d'un PO à un autre. Ce qu'il est important, c'est que toute cette procédure figure bien dans le ROI communiqué aux parents. Et donc, c'est quelque part le bon moment pour réfléchir à ces procédures-là, que le PO mène une petite réflexion par rapport à ça, parce que si des changements sont attendus, ils pourront être implémentés à partir de la rentrée scolaire prochaine. C'est le type de modification qu'on ne fait pas, enfin qu'on ne conseille en tout cas pas de faire en cours d'année scolaire. Votre procédure relative aux impayés, vous y réfléchissez, vous la mettez en place à la rentrée scolaire. Si vous vous rendez compte que ça n'est pas optimum, vous attendez la rentrée scolaire suivante pour la modifier. C'est le mieux en termes de communication et transparence vis-à-vis des parents. Alors, je vois ici une question par rapport à un stylo. Le choix du stylo est assez délicat. Alors, l'école ne peut pas imposer une marque ou un prestataire. Ce sont les parents qui décident. Oui, j'ai l'impression que la question était plutôt quel stylo est-ce que l'école va pouvoir acheter, puisqu'effectivement maintenant en P1, P2, vous n'allez plus demander aux parents d'acheter le stylo. Donc oui, effectivement, il faudra que l'école soit un peu vigilante sans doute à peut-être prévoir un petit peu de matériel spécifique pour les gauchers, comme c'est sans doute le cas aussi pour les paires de ciseaux qui sont déjà maintenant réclamés en maternelle. Oui, on a des élèves gauchers, il y a des paires de ciseaux et tout du matériel spécifique pour gauchers qui facilite les apprentissages, etc. Il faut sans doute être attentif à prévoir un petit peu ce type de matériel. Par contre, à partir du moment où c'est l'école qui procède aux achats, c'est bien l'école qui va choisir la marque du matériel utilisé. Pour tous ces achats-là, j'en profite pour faire un petit peu un rappel sur le fait que la centrale de marché a évidemment toute une série d'achats qui peuvent être faits par ce biais-là, puisque tous ces achats-là, quand ils sont faits par l'école, sont soumis aux règles relatives au marché public. Et donc, il n'est pas question d'aller chez Club dévaliser le rayon des stylos. Il y a vraiment des mises en concurrence qui doivent être faites. Et c'est dans ce cadre-là que la centrale de marché intervient. Et il y a un catalogue assez impressionnant de choses que vous pouvez acheter via la centrale de marché. S'il y a des articles que vous souhaitez acquérir et qui ne figurent pas dans le catalogue, n'hésitez pas à en faire part à nos collègues de la centrale qui feront le nécessaire pour ajouter les références au catalogue. Mais a priori, tout ce qui est crayon, marqueur, stylo, latte, gomme, papier, etc., tout ça est pris en charge par la centrale de marché. Vous retrouvez aussi les élastiques à mettre sur les chaises des élèves qui sont un petit peu trop toniques, des time timers, enfin tout ce genre de matériel est à disposition par le biais de la centrale de marché. Par ailleurs, quand vous faites les achats avec la centrale de marché, n'hésitez pas à faire des commandes distinctes pour les maternelles et pour le primaire, de manière à pouvoir justifier l'utilisation de la subvention gratuité de maternelle et de primaire de manière distincte, puisque a priori, on est bien sur des subventions spécifiques qu'il faudra justifier de manière spécifique.
Alors, je vois une question sur la tenue pour le cours d'éducation physique. Donc, il est prévu ceci dans la circulaire, un t-shirt de couleur spécifique pour le cours d'éducation physique ou une tenue vestimentaire uniforme peut évidemment être fournie par l'école. Les parents restent libres de se procurer là où ils le souhaitent. Et si l'école rend obligatoire une tenue avec un logo spécifique, elle doit le fournir gratuitement. Par contre, un code couleur reste bien possible. Alors, je vois une question sur le fait que si on laisse les élèves repartir avec le matériel, il ne reviendra pas. Alors, je vais vous lire ce que prévoit la circulaire par rapport à ça. Donc, il est prévu qu'en cas de perte, de vol ou de dégradation du matériel acquis du fait de l'élève, les frais de remplacement ou de réparation seront imputés à la personne investie de l'autorité parentale, sauf si l'incident résulte d'un cas de force majeure. La réclamation de ce type de frais devra être appréciée au cours réel. Donc, il est bien clair que maintenant que la subvention arrive en primaire, oui, les élèves de primaire ont besoin du matériel à domicile pour la réalisation des devoirs, etc. Ce matériel va évidemment voyager. Si un élève perd le stylo qui lui avait été mis à disposition par l'école, un deuxième stylo pourra lui être fourni, mais facturé aux parents. Alors, je vois une autre question concernant les abonnements aux revues. Ah, donc, il est toujours bien possible de remettre aux parents de la publicité concernant ces abonnements, ces achats. Alors, on conseille que cette publicité soit remise dans une enveloppe fermée. Alors, je vois une question sur l'utilisation de la subvention pour payer un bus, une sortie culturelle, etc. Et donc, comme Véronique l'a bien spécifié, donc la subvention gratuité, que ça soit en maternelle ou en primaire, elle est vraiment destinée prioritairement à l'achat des fournitures pédagogiques. Donc, prioritairement, vous utilisez la subvention pour équiper les classes en matériel, stylo, crayon, marqueur, etc. Le matériel qui traditionnellement dans un grand nombre d'écoles était réclamé aux parents. Vous ne réclamez plus ce matériel aux parents, maintenant vous l'achetez avec la subvention qui vous est octroyée. Alors, la subvention est normalement suffisante pour pouvoir faire les renouvellements en cours d'année, puisqu'on sait, hein, c'est aussi traditionnel en primaire qu'à chaque congé scolaire, on renvoie tous les plumiers aux parents en demandant de vérifier que les marqueurs fonctionnent toujours et de remplacer ce matériel-là. Ça sera maintenant à charge de l'école de vérifier que le matériel est opérationnel. Et effectivement, si tous les marqueurs rouges au mois d'avril ne fonctionnent plus, ben, on rachète un stock de marqueurs rouges où on a anticipé les choses parce qu'on sait que le rouge est vraiment fort utilisé. Et puis, cette subvention, une fois qu'elle est utilisée, une fois que les fournitures pédagogiques sont acquises, eh bien, s'il vous reste effectivement un montant de subvention, vous pouvez l'utiliser pour réduire le coût facturé aux parents des activités culturelles et sportives. Et donc, vous pouvez décider que pour telle sortie à la ferme des élèves de maternelle, eh bien, la subvention gratuité va intervenir à hauteur de 5 € par élève. Et donc, le coût facturé aux parents sera réduit de ces 5 € là. Et on parle bien du coût de la sortie, y compris le transport qui y est lié, etc. De la même manière, la subvention gratuité peut aussi être utilisée pour réduire le coût facturé aux parents des séjours pédagogiques avec nuitée. Par ailleurs, je profite pour rappeler, comme Véronique l'avait bien signalé, qu'il
il y a des plafonds maximum de ce qui est possible de facturer aux parents. Donc, d'une part, un plafond sur la facturation des activités culturelles et sportives. Donc, ces plafonds sont déjà déterminés pour le maternel, restent à définir pour le niveau du primaire. Et un autre plafond qui concerne les séjours pédagogiques avec nuitée. Là aussi, ce plafond reste à définir pour le primaire. Je note ta remarque, Anne. Effectivement, le secondaire possède un encadrement plus adapté que l'enseignement fondamental. On milite effectivement pour obtenir la même aide que ce qui existe au secondaire, des éducateurs, des secrétaires de direction, des chefs d'atelier. Ce serait vraiment l'idéal. Alors, j'ai vu... On a quand même eu une augmentation des montants de l'aide spécifique aux directions, hein. Donc, effectivement, il y a quand même une certaine revendication qui sont entendues. Les montants de la subvention d'aide spécifique aux directions ont connu plusieurs augmentations relativement importantes ces dernières années, ne l'oublions quand même pas. J'ai vu une question concernant l'absence de l'élève à une activité. Est-ce qu'on peut facturer ou pas aux parents? Ben, j'ai envie de dire, ça dépend de quoi on parle, évidemment. Et ça dépend ce qui est prévu avec votre piscine, ou ça dépend ce qui est prévu avec votre théâtre ou avec votre centre qui accueille vos classes vertes, hein. Si, pour reprendre l'exemple de la classe verte, vous devez prévoir cela avec le centre dans les modalités d'organisation. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un élève qui est malade? Est-ce que le centre réclame quand même ou pas? Et enfin, il faut être transparent avec les parents. L'information, elle doit arriver aux parents. Si vous réservez, je ne sais pas moi, un quart pour aller sur le lieu de votre séjour pédagogique avec l'UIT. Mais là, je pense que effectivement, en cas d'absence, effectivement, la part de transport doit être facturée au parent, puisque le quart, ben, c'est un prix de groupe. Alors, je vois une question, si on utilise le budget gratuité pour les sorties culturelles et les séjours pédagogiques, est-ce qu'on peut alors dépasser le plafond? Non. En réalité, le plafond, c'est bien un montant maximum à facturer aux parents pour les activités culturelles et sportives. Et donc, pour respecter ce plafond, vous pouvez utiliser, donc si le coût de l'activité est trop cher et que vous arrivez au dépassement du plafond, vous pouvez alors avoir vous pouvez utiliser la subvention gratuité pour payer une partie de l'activité et donc respecter le plafond. Si la subvention gratuité ne suffit pas, vous pouvez également utiliser les subventions de fonctionnement de manière à réduire le coût qui est facturé aux parents. Mais les plafonds, vous ne pouvez en aucun cas les dépasser. Et je rappelle, c'est important que tout ce qui concerne les frais obligatoires et les frais facultatifs doivent être facturés au coût réel. Il n'y a pas de bénéfice possible sur ces frais-là. Au contraire des frais de ce qui est facturé comme service proposé, où là, effectivement, vous proposez un service de garderie, vous proposez l'achat de photos. Tout ça, ce sont bien des services proposés par le PO. Et sur ces activités-là, des bénéfices sont possibles. Alors, Frédéric posait une question concernant l'engagement d'un personnel sur fonds propres. Donc non, hein, les subventions forfaitaires de maternelle et la subvention forfaitaire de primaire P1, P2 et maturité 1 pour l'enseignement spécialisé ne permettent pas d'engager du personnel sur fonds propres, hein. Soyons prudents. Alors effectivement,
il existe des périodes, ce qu'on appelle une mission collective, et donc il y a une mission collective, être dans la relation école-famille, pourquoi pas donner une petite mission en lien avec la gratuité. Et donc, c'est vrai que dans mes réponses, j'ai dit qu'il était possible d'utiliser la subvention pour réduire le coût facturé aux parents. Alors, si vous réduisez le coût à 0 et que la subvention gratuité est suffisante pour non seulement équiper les classes avec tout le matériel nécessaire pendant toute l'année scolaire et qu'il vous reste assez pour financer une activité culturelle ou sportive, c'est évidemment possible. Vous pouvez choisir de proposer des activités qui sont intégralement payées par l'école, soit avec la subvention gratuité, soit avec les subventions de fonctionnement. Ça, c'est évidemment une possibilité. Alors, il y avait une question par rapport aux commandes via la centrale de marché. Et donc, effectivement, si vous voulez une facturation automatique, ça ne va pas être possible puisque la centrale de marché ne saura pas ce que vous achetez avec votre subvention gratuité et ce que vous achetez pour la gestion courante de l'école et ce qui est donc payé avec les subventions de fonctionnement, puisque ça, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend vraiment des activités que vous faites avec vos élèves et un même achat pourrait très bien être acheté avec la subvention gratuité ou avec les subventions de fonctionnement. Donc, la centrale de marché ne pourrait pas gérer cette ventilation. Par contre, vous pouvez, vous, en tant qu'école, décider de faire 2 commandes distinctes et donc dire, je fais une commande qui concerne la gratuité, je passe ma commande très bien, et puis je fais une deuxième commande qui va concerner l'achat de bics, de matériel, etc. pour le secrétariat. Donc ça, mais la responsabilité de la ventilation des 2 factures, ça, elle incombe à l'école. Par ailleurs, si vous trouvez des prix plus intéressants que ceux proposés par la centrale de marché, vous pouvez effectivement, rien n'oblige à faire les achats via la centrale de marché. J'attire quand même votre attention sur le fait que les règles et procédures relatives au marché public doivent impérativement être respectées. Et donc là, je vous renvoie vers nos collègues du département juridique spécialisés en marché public qui pourront éventuellement vous rappeler les règles. Il ne suffit pas de constater que les coûts de la centrale sont plus élevés que les coûts que vous pourriez avoir ailleurs. La procédure va dépendre du montant d'achat, etc. Et donc, c'est aller trop vite que de dire « je peux trouver moins cher ailleurs, je vais faire mes achats ailleurs ». Alors, je reviens sur l'estimation. Donc, j'ai bien signalé dans la présentation que l'estimation était un document obligatoire, qu'il fallait que l'estimation soit remise aux parents à la rentrée scolaire, mais on restait bien sur une estimation. Donc, entre le moment où vous remettez ce document et entre le moment où vous le facturez, il peut y avoir des différences. Nous avons traversé une crise Covid, nous traversons une crise énergétique. Effectivement, votre prix du transport, votre carte peut avoir augmenté entre le montant qu'il y a sur votre estimation et le montant sur votre facture. Ça peut évoluer. Il ne faut pas supprimer les sorties pour cela. C'est bien tout l'intérêt de ce mot estimation. Je vois une autre question concernant les services. Donc, effectivement, l'école met en place une série de services. Le bol de soupe, la vente de sandwichs, des repas chauds. Donc, on est vraiment là en dehors de la mission d'enseignement. Et donc, effectivement, le PO peut prendre des bénéfices sur ces services et uniquement sur ces services. Pour le reste, les frais obligatoires, les frais facultatifs, c'est un coût réel. Alors, je vois une question sur, tiens, qu'est-ce qui se passe en cas de contrôle? Est-ce que je dois justifier avec une compétence spécifique que j'ai faite et l'achat ou pas?
Alors, on a au niveau des 2 circulaires des listes d'achats autorisés. Si vous êtes dans le cadre de cette liste, évidemment, ça ne posera pas de problème. Alors maintenant, si vous avez des achats un peu plus particuliers, ça pourrait effectivement interpeller la personne qui viendrait faire le contrôle et vous pourriez être amené à justifier un achat un peu spécifique. L'idée à vraiment bien garder en tête, c'est que cette subvention, elle est octroyée quelque part en contrepartie du fait qu'on ne réclame plus de liste de matériel aux parents. Et donc, si vous souhaitez acheter du matériel spécifique, posez-vous la question, est-ce que ce type de matériel, on le facturait aux parents? Est-ce qu'on demandait aux parents de fournir tel et tel matériel? Si la réponse est oui, alors évidemment, vous pouvez utiliser la subvention gratuité avec ce matériel. Et pour reprendre quelques exemples, en maternelle, il n'est évidemment pas possible d'utiliser la subvention gratuité pour acheter des modules de jeu qui vont être installés dans la cour de récréation. On ne peut pas l'utiliser non plus pour acheter des tapis qu'on va mettre au sol dans la classe. Ça, c'est à charge des subventions de fonctionnement. La subvention gratuité, elle sert pour acquérir les fournitures scolaires qui sont utilisées par les élèves. Donc le matériel qui est manipulé par les élèves, utilisé par les élèves. Et donc, si effectivement, si vous êtes arrivé au plafond à facturer par les parents, vous pouvez effectivement continuer à proposer des activités qui ne seront pas facturées aux parents, qui seront prises à charge soit de la subvention gratuité, soit des subventions de fonctionnement. Ça, c'est évidemment possible. Et par ailleurs, je le répète, vous fournissez en début d'année un estimatif des frais. Et donc, nous avons eu énormément de cas l'année dernière ou même cette année-ci où on avait fourni un estimatif de frais en début d'année en disant « nous allons faire telle sortie, ça va coûter 25 €. Le prix du car avait fortement augmenté, on n'était plus à 25 € mais bien à 35 €. Eh bien, vous facturez au coût réel. Si le coût réel a augmenté par rapport à l'estimatif, vous facturez au coût réel et pas au coût renseigné dans l'estimatif de début d'année. L'estimatif, c'est bien une estimation sur base de ce qui se faisait les années antérieures. Vous savez que les élèves de 3e maternelle, vous les emmenez pour une journée à la ferme et que d'habitude, ça vous coûte 30 € par élève, eh bien, vous mettez dans l'estimatif pour les élèves de 3e maternelle, une journée à la ferme, 30 € par élève. Si au final, ça vous coûte plus cher, parce que la ferme habituelle, ça n'est plus possible, que vous devez aller ailleurs, parce que le coût du car a augmenté, peu importe la raison, si ça vous coûte plus cher, vous facturez plus aux parents, pour autant que les plafonds soient respectés. Alors, concernant la piscine, il ne s'agit pas d'une activité culturelle et sportive. La piscine, peu importe son coût, elle ne rentre pas dans les plafonds à facturer aux parents. La piscine, elle est dans tous les cas facturée au coût réel. Si ça vous coûte 50 € par semaine et par élève, vous facturez 50 € par semaine et par élève pour aller à la piscine. C'est un frais obligatoire. Et n'oublions pas que la piscine, c'est soclé hein, en termes de compétences. Hein. Je vois une question sur le matériel de cuisine, donc les ingrédients pour faire une recette. En tout cas, ça apparaît bien dans le tableau qui se trouve dans le PowerPoint ou dans la circulaire 81-57 pour les maternelles. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier si c'était prévu dans la nouvelle circulaire. Je l'ai sous les yeux et donc effectivement, dans la catégorie activités culinaires, on retrouve bien dans les achats autorisés les ingrédients pour une recette de cuisine. Oui, tout à fait, je confirme Anaïs, il est même noté avec prudence concernant les allergies et autres intolérances. Voilà, il est 11h05. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions et on a fait le tour concernant ces nouveautés.
Nous vous remercions pour votre attention, pour votre participation. Nous restons, Anaïs, Laurent, Lucas et moi, à votre entière disposition. N'hésitez pas à nous revenir par courriel pour le reste. Comme dit en début de séance, donc le webinaire est bien enregistré. L'enregistrement sera disponible de manière ultérieure sur notre site internet, de même que le support PowerPoint. Bonne journée à tous et à tout bientôt. Au revoir.